Bonjour à tous. Les décideurs de l'innovation posent leur caméra cette semaine chez Intel. Intel est basé à Meudon, en tout cas son siège social pour la France. C'est Stéphane Nègre, son patron, qui nous reçoit. C'est tout de suite les décideurs de l'innovation. Intel, ils sont inside. Stéphane Nègre, bonjour. Bonjour. Vous dirigez Intel en France. Absolument. On va essayer de voir avec vous comment vous travaillez, comment vous innovez, quels sont vos métiers. Alors, nous avons 3 métiers chez Intel. Effectivement, le premier métier est de produire ce que vous appelez des galettes. C'est un wafer, en langage un petit peu plus technique. Et en fait, c'est le métier de savoir fabriquer des composants électroniques. Sur cette galette-là, vous voyez des petits rectangles. Chaque rectangle est potentiellement un processeur qu'on a dans son ordinateur, dernière génération, en fait. qu'on a dans son ordinateur, qu'on peut avoir dans son téléphone, qu'on peut avoir dans sa télévision, etc. Donc là, il y a combien d'ordinateurs potentiels? Là, il y a un peu plus d'une centaine d'ordinateurs potentiels, une centaine de processeurs, multicœurs, puisqu'on est de dernière génération. Et ce métier-là se mesure par la finesse de gravure. Donc on parle de technologie 32 nanomètres. Ouais, C'est pourquoi l'état de 32 l'art. nanos? 32 nanomètres, c'est la finesse du trait que nous pouvons faire. En fait, on grave du silicium avec une finesse de trait de 32 nanomètres. C'est un résistor, un transistor en fait. Un transistor, donc on grave des transistors les uns à côté des autres. Pour vous donner une idée, vous prenez un stylo à billes, vous faites un petit point d'encre bleu sur une feuille. Sur ce petit point d'encre, on grave 4 millions de transistors. 4 millions de transistors. Donc là, ça veut dire qu'il y en a combien par... Par rectangle, il y a à peu près 1 milliard de transistors. Donc ça, c'est l'état de l'art actuellement. En 2011, on arrive à mettre 1 milliard de transistors sur un rectangle qui fait 1,5 cm sur 1 cm. À peu près 1 cm, la taille d'un ongle. 1 cm carré, oui. Voilà. Donc 1 milliard de transistors. Ça, c'est du sable, hein? C'est du silicium. Ouais. C'est la course à la petitesse, à la réduction finalement, ou jusqu'où on peut aller. 32 nanomètres, bien souvent, c'est ce qu'on appelle la loi de Moore, c'est-à-dire de pouvoir avoir à peu près tous les 2 ans, de pouvoir graver plus finement. De pouvoir graver plus finement, ça nous permet à un même coup de faire des processeurs qui soient plus performants, qui soient plus petits et qui consomment moins en énergie. Donc là où on avait une puissance d'un ordinateur en 2005, maintenant cette puissance, puisqu'on s'est gravé plus finement et moins consommé, on met la même puissance dans une tablette ou dans un téléphone sans fil. Donc le fait de graver plus finement a un intérêt énorme pour l'utilisateur. Toute l'industrie dépend finalement de la capacité de vos usines à graver de plus en plus fin. C'est le métier de base, c'est la matière première, de toute l'industrie de l'informatique, des télécoms et des nouveaux gadgets électroniques que l'on peut avoir. Donc votre innovation, c'est d'arriver à trouver des technologies pour graver encore plus finement. Absolument. Optique, donc, pareil, laser? Toujours optique. On est en 32 nanomètres. On sera dans les trimestres qui viennent, on va graver en 22 nanomètres, donc encore plus fin. Vous avez un cahier des charges, vous dites jusqu'où on peut aller en théorie? On a une roadmap, donc un cahier des charges qui nous donne une visibilité à 10 ans. C'est très difficile d'aller plus loin que 10 ans. On sera où dans 10 ans? Que dans 10 ans, on sera inférieur à 10 nanomètres dans 10 ans. Et là, c'est la limite physique? On s'approche des limites physiques quand on grave en 10 nanomètres. En fait, l'épaisseur du trait que l'on grave à quelques atomes d'épaisseur. Donc on est vraiment dans le domaine des nanotechnologies, très proche des limites physiques que nous connaissons actuellement. Et après, on passe dans l'atomique, en fait, les horloges, enfin pas les horloges atomiques, mais les technologies atomiques. Nos ingénieurs en recherche et développement. C'est l'après-pétrole pour vous, en fait. Vous travaillez dessus, j'imagine. C'est le passage de la microélectronique aux nanotechnologies, de la microtechnologie aux nanotechnologies. On est vraiment à ce passage-là. On est très avancé dans les nanotechnologies. C'est le comportement de l'atome par lui-même qui va nous donner les capacités, la performance de nos processeurs. Alors, on voit aussi avec ces 2 autres produits la vitesse d'évolution, parce que ça, donc une fois que vous avez gravé ces plaques, ces processeurs, vous en faites ça, c'est ça? Donc une fois qu'on s'est gravé, qu'on sait mettre 1 milliard de transistors sur une petite puce à un coût commercialement utilisable, exploitable. Combien à peu près? 100 $? Ça dépend des produits, mais ça peut aller d'une cinquantaine de dollars à plus de 1000 $ pour les serveurs très haut de gamme. Donc une fois qu'on sait fabriquer en composants, il faut lui donner de l'intelligence. Donc ça, c'est de la matière première. Il faut ça, c'est inerte, en fait. C'est inerte. C'est la matière première. Il faut savoir l'exploiter. L'exploitation, c'est d'en faire des processeurs.
Donc architecturer des processeurs, faire en sorte que ce milliard de transistors fonctionnent ensemble à un niveau de performance important. Vous avez 2 générations de processeurs. Le Pentium 3, c'était l'état de l'art dans la fin des années 90. Ouais. Aujourd'hui, celui que j'ai en main, c'est un Core i5 de dernière génération. Donc 10 ans après, il y a 10 une ans décennie après, qui sépare les deux. Il y a à peu près 200 fois la performance entre les deux. Vous voyez la taille aussi qui est très inférieure. Donc ça rentrait dans des machines assez volumineuses, assez bruyantes, qui consommaient beaucoup en énergie. Là, on est 200 fois plus performant et tout à fait compatible avec des PC portables qui sont 5 à 10 heures de durée de vie, qui sont légers, qui sont fins, qui sont froids. 200 fois plus de performance en 10 ans, c'est à peu près le chiffre qu'on peut retenir. Absolument. Ça passe aussi par ce métier d'architecturage, des innovations, ou est-ce que c'est que l'innovation de la taille, de la capacité à graver du nano est toujours plus fin? Il y a des innovations à tous les niveaux. Il faut savoir graver plus finement. Après, il faut innover dans les architectures. Là, on parlait de processeurs monocœurs, c'est-à-dire qu'il n'y avait que en fait, un seul processeur logique dans le boîtier. Ici, on est sur des technologies multicœurs, 4 cœurs physiques, 8 cœurs logiques, sans rentrer dans les détails, mais on a l'équivalent de 8 fois le type de composant dans un encombrement beaucoup plus petit, en consommant beaucoup moins. Donc il y a énormément d'innovations logiques à ce niveau, après le niveau de fabrication, au niveau de l'architecture des processeurs. D'accord, donc premier métier, vous gravez des plaques. Deuxième métier, vous en fabriquez des cerveaux intelligents, on pourrait le résumer comme ça d'une certaine façon. Et puis on arrive à votre troisième métier, ce sont les usages, parce que tout ça doit servir à quelque chose. Bien sûr, troisième métier, ce sont les Alors qu'est-ce que c'est ça? Alors c'est un PC qui ressemble à un PC tout à fait standard. Ouais. Mais, un notebook en fait, ça ressemble au notebook. Un notebook, on dirait qu'il est tout à fait commun. Par contre, il est durci, il peut tomber. C'est pour aller sur les chantiers? Ça pourrait être pour aller sur les chantiers, mais c'est d'autres chantiers que l'on vise, c'est pour aller dans des écoles primaires. Les chantiers éducatifs. Le chantier éducatif. Et vous savez que les outils que l'on met entre les mains de nos chers enfants subissent lors d'une journée d'écolier quelques outrages. S'ils sont dans le cartable est jeté à l'autre bout de la salle. S'ils sont posés sur des bureaux, vous imaginez une classe de 30 bambins avec un PC sur chaque bureau sur lequel ils dessinent avec les doigts ou pas, mais le PC peut tomber, la plupart des PC vont tomber dans la journée, on le sait. Donc il faut que les machines soient durcies. Et il faut que ça résiste. Il faut que ça résiste, que la machine soit durcie, donc elle puisse tomber. Mais vous ne fabriquez pas de PC, vous, chez Intel? En architecture, on fait le design des PC qui après sera utilisé, commercialisé par les grands fabricants. Comment est-ce que vous travaillez sur ces innovations alors? Alors nous avons chez Intel une équipe d'anthropologues. On parlait de gens qui font de la recherche et développement à ce niveau-là, au niveau du silicium, au niveau de l'architecture de processeurs. Pour les usages, nous avons des anthropologues. C'est une équipe qui s'invite chez des utilisateurs dans tous les pays, qui restent potentiellement des semaines avec des utilisateurs qui observent pour imaginer les usages de demain. Donc innover au niveau des usages. Une fois qu'on a une compréhension des usages qui pourraient être adoptés et comment ça peut être facilité, cette compréhension-là est mise à disposition ou au service de nos ingénieurs de recherche et développement qui vont développer les produits qui vont bien. Donc ça ne part pas des produits pour aller vers les usages, ça part vraiment du besoin des clients pour remonter vers les produits. Exactement. Donc ce n'est pas qu'on a une fonctionnalité et on se pose la question à quoi elle peut servir. On est vraiment au niveau de penser les usages de demain et développer les technologies, faire le lien entre cette galette de silicium et les usages. C'est les 3 métiers que nous faisons chez Intel. D'accord. Alors à part les anthropologues, qu'est-ce qu'il y a pour fabriquer cette innovation chez Intel? Comment est-ce que c'est organisé? Comment ça fonctionne? Peut-être on peut parler au niveau français. Au niveau français, nous sommes développés très fortement dernièrement au niveau de recherche et développement. Nous avons 3 sites de recherche et développement, à Toulouse, à Montpellier et à Sophia Antipolis. Ces 3 sites sont dédiés aux produits
portable, ultra portable. On parle de tablettes, on parle de smartphones, on parle vraiment de composants qui nécessitent... Intel, il y a des zones géographiques qui se spécialisent en fonction des outils. Il y a des zones géographiques qui se spécialisent et la France est le pays leader pour la recherche et développement chez Intel pour les produits d'ultra-mobilité. D'accord. Donc à Toulouse, à Montpellier, à Sophie-Antipolis. Ultra-mobilité, ça va jusqu'où en fait C'est le téléphone portable le plus... Il n'y a pas de limite. Ouais. Ce sont les usages et ce sont nos ingénieurs qui vont fixer une limite. Qu'est-ce qu'il y a dans les cartons alors? Ce qu'il y a dans les cartons, c'est des performances la performance d'un PC aujourd'hui, celui que vous avez, tout le confort d'utilisation d'un PC sur des smartphones. Donc là, c'est de pouvoir embarquer un niveau de performance dans un produit qui est beaucoup plus petit, qui consomme beaucoup moins. C'est un effort technologique extrêmement important. Donc là, il y a beaucoup d'innovations pour amener la performance, le confort d'utilisation sur un smartphone. Mais on peut imaginer aussi cette même performance dans une télévision. De plus en plus, on voit le marché se développer, les télévisions connectées, donc qui sont compatibles avec le monde de l'Internet, qui peuvent réutiliser tout le contenu de l'Internet, tous les usages de l'Internet. Il faut amener ces technologies permettant les usages dans la télévision, dans les voitures connectées. D'accord. Parce qu'on se dit, voilà, vous partez des usages, en effet, j'aimerais bien avoir Internet dans mon salon, sur mon poste de télévision, mais ça veut dire que ça a une incidence sur vos produits, donc il faut remonter la chaîne et courir derrière pour se dire, bon, bah, c'est plus la même chose qu'un PC, il faut avoir d'autres cartes graphiques, il faut avoir d'autres... Absolument. Aujourd'hui, on fait énormément d'efforts d'intégration de fonctionnalités du silicium et de consommation. C'est-à-dire, vous imaginez un PC là, ou un PC aujourd'hui, toujours de génération 2010-2011, la performance de calcul et la performance graphique résident sur deux composants différents. Oui. Donc ça prend de la taille, c'est deux composants qui consomment énormément. Nous venons de lancer notre nouvelle génération de processeurs Core, i3, i5, i7, qui intègrent ces deux fonctionnalités sur un même composant. Pour le niveau de consommation inférieur à un des deux composants qui était... Donc on fait un effort d'intégration et un effort de consommation. Donc de durée de vie en fait, en mobilité. De durée de vie, exactement. Quand vous avez un PC portable, si en milieu de journée il faut le recharger, c'est peut-être pas l'usage que vous en attendez. Par contre, vous voulez le niveau de performance que vous avez sur d'autres gadgets électroniques ou sur le PC. Donc ça, c'est beaucoup d'efforts de recherche et développement et d'innovation. Quand on innove, hein, on le sait tous, y a des choses qu'on met à la poubelle. Si on parle des échecs, c'est souvent d'ailleurs avec l'ombre qu'on arrive à souvent définir. À travers des échecs qu'on apprend. On apprend plus de nos échecs. Il faut l'ombre et la lumière pour avoir une forme. Les échecs que vous avez en tête, c'est quoi? Il y a une petite dizaine d'années, Intel avait développé une technologie ou un usage qu'on appelait Vive. On avait fait une marque je me souviens. Vive. Il y avait une campagne de communication importante. Il y a eu une campagne de communication. L'usage était de pouvoir, à partir d'un PC à la maison, downloader, donc télécharger des films de bonne qualité et les visualiser sur son PC. Ça marche bien. C'était l'usage. Ça marche. Il y a plein de gens qui le font. Il y a plein de gens qui le font, mais ça avait certaines limites. Ouais. Une limite de confort d'utilisation. Vous imaginez un PC portable il y a 7 ou 8 ans, il était assez lourd, il avait une tenue sur batterie de 2 heures, il était chaud. Donc vous imaginez avoir votre PC sur vos genoux, vous pouvez faire cuire un œuf. Il fallait être connecté au réseau. Donc 2 heures de durée de vie sur batterie, c'était moins que la durée moyenne d'un film. Donc la portabilité qu'amenait le PC n'était pas vraiment valorisée pour les films. Donc un problème de performance, d'échauffement du PC et de confort. Et tout ça, donc de taille d'écran et de qualité d'image. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, la sécurité. Le téléchargement du PC n'était pas considéré comme suffisamment sûr. Les grands éditeurs de films rechignaient un peu à mettre à disposition de l'industrie, de manière tout à fait légale, je parle là de téléchargements légaux, leur dernière production, surtout leur dernière production en mode haute définition. Aujourd'hui, dans les dernières technologies, nous avons des produits qui sont plus froids, qui sont plus intégrés et qui intègrent les éléments de sécurité permettant ce téléchargement légal. Mais ça, parce que vous avez mis le produit sur le marché et finalement l'innovation a été jusqu'au bout du processus et vous êtes rendu compte du problème après la mise sur le marché? Voilà, on était peut-être un petit peu en avance, donc Vive n'a pas été un succès commercial, mais l'usage
l'usage a mis un petit peu plus de temps à devenir un usage tout à fait standard pour le consommateur. Les niveaux de sécurité sont suffisants maintenant, ils ne l'étaient pas. Ils ne l'étaient pas avant. Donc on arrive maintenant à une offre technologique Vous avez corrigé le tir. Qui est en ligne avec les usages que nous avions en tête. Donc en termes de produits, il y a 8 ans, Vive n'a pas été un succès. Aujourd'hui, nous avons les technologies pour faire la même chose. La vision est toujours la même. C'était la bonne vision, mais la réalisation était pas un petit peu trop tôt pour que les technologies permettent l'usage. Alors justement, on va finir cette interview avec le conseil que vous pouvez donner à ceux qui souhaitent innover dans le business de la technologie ou dans d'autres même. Est-ce qu'il y a une philosophie finalement propre à Intel pour l'innovation? La philosophie propre à Intel, c'est que rien ne se fait sans l'innovation. Donc nous investissons énormément en recherche et développement, en capacité de production. On investit environ 16 à 17% de notre chiffre d'affaires en recherche et développement et à peu près autant en capacité de production chaque année. C'est un effort très important. Mais l'innovation, sans la compréhension des usages ou des bénéfices utilisateurs, peut donner des Vive. C'est-à-dire peut donner et c'est pour ça que vous avez développé ce côté anthropologique, ce côté usage et ce genre d'outils. Exactement. Donc anticiper l'utilisation que pourront en faire les utilisateurs, c'est bien. Anticiper les besoins des utilisateurs, c'est encore mieux. Et donc de travailler en parallèle innovation technologique, innovation des usages, adaptation et acceptation des usages, c'est vraiment la recette que nous souhaitons avoir et que nous mettons en place chez Intel. Passer du théorique au concret, et à la vie de tous les jours, se rapprocher de ses clients. Merci beaucoup à Stéphane Nègre de l'avoir reçu en tout cas. Merci. À bientôt.